Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver après la semaine dernière, un très joli live de la série donc, initiée avec l'Union de la Somalie française, le DSF, mais également Vins et Sociétés que nous saluons. Et nous avons reçu la semaine dernière Julia Sédedjian à ta place. Et cette semaine, on a la chance d'avoir avec nous Fleur, ça ne se voit pas encore tout à fait, mais on va bientôt l'apercevoir. Fleur Godard. Bonsoir. Voilà. On prend nos distances un peu, on va enlever nos masques tout en gardant nos distances sanitaires nécessaires, juste pour pouvoir bavarder avec vous. Et voilà, merci d'être là, merci d'avoir toute cette semaine suivi, revu, partagé notre premier live. Je suis très heureux ce soir que nous évoquions ensemble une région qui t'est chère, puisque c'est le Sud-Ouest. Puisque c'est la mienne. Tu es né où en Dordogne ? Je suis née à Périgueux, vraiment, c'est 24. On ne peut pas faire plus Sud-Ouest Exactement. que cette maternité-là. Donc Périgueux, c'est quand même un nom exceptionnel. La sauce Périgueux, toutes ces belles recettes traditionnelles, c'est génial. Tout ce qui est évoqué par Périgord noir, Périgord vert, Périgord noir. Exactement. Tu veux nous expliquer un peu tout ça? Parce que le Périgord noir, on peut l'imaginer, c'est la truffe. C'est la truffe. Hein, le Périgord vert, c'est la nature. C'est la forêt, c'est cette forêt verdoyante et luxuriante. Et le Périgord Et le Périgord blanc, c'est le calcaire. Ah, c'est génial ça. C'est cette pierre de tuf, en fait, enfin, assez semblable à celle qu'on trouve. Et donc c'est grâce à ce triptyque coloré finalement que la nature t'a faite. Alors et moi, que la fleur est née. En tout cas, je suis née là-bas et c'est une histoire un peu étrange, mais mes grands-parents, originaires de Belgique et de Hollande, se sont retrouvés avec le rêve commun de fonder une ferme avicole. Ils ont fait 12 enfants. Donc, élevage de volailles, voilà. pour les gens qui nous suivent. L'aviculture, c'est donc l'élevage de volailles. L'aviculture. Voilà. Et ton papa, c'était à La Roche-Chalais, c'est ça? À La Roche-Chalais, exactement. C'est sur un petit plateau argilo-calcaire qui domine assez joliment le secteur. Je sais si c'est beau là-bas. Franchement, si vous avez... Alors, ici, nous sommes presque en Dordogne. Il y a des jolies pierres, il y a des tapisseries, il y a des tableaux, enfin, etc. Mais là-bas, ici on est à Paris, le bistrot du Sommelier, dans de petits salons. Mais là-bas, beaucoup de maisons sont faites justement avec les pierres du coin, construites. Tout le monde n'habite pas dans un château, mais tout le monde habite globalement, en tout cas en campagne, dans des très jolies maisons faites de pierre. Voilà, c'est plutôt une jolie région. Et on a d'ailleurs beaucoup d'Anglais, d'Hollandais, de gens qui sont venus s'installer et qui ont littéralement dégoudronné les cours, débouché les puits, décrépi les façades. C'est vrai qu'on avait eu une politique dans les années 70 un peu triste. Tout ça revient à une certaine tradition. Finalement, ils maintiennent ils rénovent le patrimoine un peu mieux que nos parents et que nos grands-parents. Alors toi, tu es né là-bas, dans un milieu paysan. D'aviculture, paysan. On peut plus paysan, mais on ne boit pas de vin chez moi, c'est plutôt un truc de... C'est-à-dire que le vin, pour être bon, doit être très peu cher, donc il est un peu mauvais. Et pas pour dire qu'il n'existe pas de bons petits vins, mais il y a vraiment, en tout cas, un problème culturel d'éducation au sein de la famille qui boit mal, et ça arrive à tout le monde. Exactement. Mais toi, tu es venu là et tu as pris le contre-pied, j'allais dire, ou le contre-verre quelque part pour pouvoir te faire ta propre culture du vin. C'est ça. Et peut-être on peut faire bénéficier ta famille aussi. C'est ça. J'ai un peu par hasard, et aussi du fait que j'étais totalement néophyte, quand j'ai goûté mon premier verre de vin, je me suis rendu compte que c'était un média formidable, et comme mon but dans la vie c'était de raconter des histoires, je me suis dit que je pouvais peut-être rendre ces histoires-là accessibles à des gens de ma génération. Et puis des autres, mais en tout cas, si moi j'étais autant bouleversée, je pouvais le partager aux autres. L'émotion, voilà. C'est un peu ça c'est littéralement ça. Qui t'habite depuis un certain temps. Je me souviens presque de ton arrivée à Paris. Ah oui. Parce que tu étais venu ici au bistrot du Sommelier me voir, il n'y a pas très longtemps, à cause de ton âge, mais ça commence déjà 15 ans quand même. Le temps passe vite, ouais. Je me souviens bien de cette époque. Et tu as fait, je crois, avant d'ailleurs de te lancer avec l'esprit et l'enthousiasme qui te caractérisent dans cet univers du vin et de la gastronomie. On va revenir à la partie gastronomique dans un instant. Tu as fait, je crois, du théâtre. C'était les études. Et c'est en... Mais tu as exercé un peu, tu as monté sur les planches. J'étais au conservatoire et j'étais dans... quand on veut faire du théâtre, il n'y a pas vraiment beaucoup d'options d'un point de vue académique. Donc on passe des concours pour intégrer les écoles supérieures. Et j'ai été dans cette démarche-là, j'ai été prise à Montpellier, c'était super. Mais en fait, le vin était plus intéressant. Enfin, il y avait quand même vraiment quelque chose de beaucoup
plus, en tout cas qui résonnait plus avec mon histoire à moi, de fille de paysan, de toutes ces merveilles en fait, de singularité, de terroir à défendre dans un monde qui est vraiment constamment menacé par l'uniformisation industrielle. Alors pour les gens, aller vers les gens aussi, c'est important. Pour vous qui le suivez, vous avez sûrement envie de savoir quel est le premier vin qu'a goûté Fleur et qui lui a donné cette envie, cette émotion particulière d'aller dans cette carrière, d'embrasser cette carrière. Alors c'était précisément sur un marché dans le cadre duquel je vendais les poulets de mon papa. Et avec un ami de l'école de théâtre qui ont fait vraiment des singeries, des blagues aux clients du marché. Et le vigneron d'à côté, qui était vraiment très bavard, très sympa, mais qui prenait un peu de place, venait de Barsac. Donc j'ai goûté comme premier vin un Barsac 2001 du Château Massereau en me disant que j'allais pouvoir finalement lui dire que c'était mauvais et ne plus jamais lui parler parce qu'il serait vexé pour la fin des temps. Et ça n'a pas marché en fait, ça n'a pas du tout marché, j'ai été bouleversée, je suis partie travailler avec lui et je l'aime pour toujours. Voilà. Enfin, on est amis. Génial. Donc voilà. C'était Barsac, donc un vin liquoreux du Bordelais, hein, à proximité de Sauternes. À côté de Sauternes, et c'est vrai que... Un millésime 2001 qui est un grand millésime de liquoreux. Et qui est disons que ces gens-là, les frères Cheliot, ont une espèce de folie à la limite de la psychopathie en ce qui concerne le tri. Cette année-là, ils avaient fait 14 tris de ramassage. Le tri, c'est le fait, je vais expliquer pour les gens qui le suivent et qui ne connaissent pas tous, hein, c'est le fait d'aller sur la grappe, ramasser juste les grains qui sont atteints par la fameuse pourriture noble, le Botrytis cinerea, exactement. Et donc ça, c'est super important parce que ce sont ces tris successives qui permettent effectivement de prendre la quintessence des raisins les mieux adaptés à ce vin liquoreux légendaire. Ceux qui sont à la fois extrêmement secs. Exactement. Dans le sud-ouest, il y a bien entendu, au-delà du Bordelais et par ça qu'on a évoqué, et notamment dans ton département d'origine, il y a des vins liquoreux qui sont de grande réputation. Montbazillac est une des plus anciennes appellations de France. Elle fait partie du premier décret on l'oublie trop souvent. De 1936. Il y a aussi les vins liquoreux de Saucignac, par exemple, les moelleux de Rosette. Il y a un certain nombre de vins liquoreux dans ce coin-là, élaborés dans le même esprit finalement que les Sauternes. C'est toujours le sémillon, le sauvignon, la muscadelle éventuellement, dont on va chercher effectivement la concentration la plus intéressante pour pouvoir effectivement apporter ce goût liquoreux, cette intensité aromatique, cette palette juste extraordinaire. De vins qu'on considère souvent comme des vins d'apéritif éventuellement, voire des vins de dessert, pour lequel l'association avec le roquefort, le foie gras fonctionne plutôt pas mal, mais qui sont aussi des vins avec lesquels on peut cuisiner et qu'on peut éventuellement servir aussi sur des plats, sur des viandes blanches, sur des riz de veau, sur des volailles, ça fonctionne pas mal aussi. Ça fonctionne à merveille, ça vient vraiment faire un contre-pied en l'occurrence à une volaille un petit peu grasse et assez goûteuse du coup. Les liquoreux, on a souvent un problème c'est un petit peu comme les salsifis à la cantine. On a tous un peu notre mauvaise expérience du liquoreux. Oui. Il faut dire qu'il y avait des liquoreux, il y a liquoreux et liquoreux. C'est ça, c'est ça. Et c'est quand même vraiment une question importante que la question de la mesure, en tout cas pour ceux qui utilisent des sulfites, parce qu'il y en a aussi qui n'en utilisent plus et qui font des liquoreux merveilleux, mais heureusement on revient un petit peu de ces pratiques un peu sécuritaires et désastreuses. Parce que pour que ce soit bon, parfois il faut prendre un petit peu de risque. Ouais, voilà. On frise un peu des fois la limite et finalement ce risque paye en termes justement d'émotion qu'on évoquait tout à l'heure. D'émotion et de digestibilité parce que c'est quand même vraiment une réalité sur des vins sur lesquels il reste du sucre. Souvent on préfère encadrer un petit peu, protéger, mais c'est quand même un problème ensuite pour le... Il faut trouver le bon équilibre, voilà, parce que les vins qui repartent en fermentation, ça peut exister aussi, des vins qui ont des dérivés aromatiques, c'est pas toujours évident, et c'est pas moins ou mieux digeste. Donc c'est le juste équilibre qui convient. C'est ça. Et il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits d'ailleurs sur les différentes tendances pour faire en sorte que cette fameuse digestibilité dont tu parles soit au rendez-vous. Et ce qui est intéressant pour les gens qui nous suivent, c'est de dire que les liquoreux, ça ne se sert pas juste donc, aux extrémités des repas, on peut les goûter aussi pendant le repas, qu'en plus, non seulement ça se garde bien, et qu'un liquoreux jeune, un liquoreux vieux, ça c'est pas nécessairement, ça se sert pas de la même façon, même peut-être même pas les mêmes températures, et qu'au plus ça vieillit, au plus ça mange son sucre. C'est quand même étonnant ce truc-là. C'est-à-dire que les vieux liquoreux, on se dit qu'ils vont être plus sucrés parce qu'ils ont pris de l'âge. Eh bien, pas du tout. C'est le contraire. Et c'est ce qui fait que c'est vraiment des machines à remonter le temps. Parce qu'en fait, on a des... Enfin, moi, c'est les souvenirs
et puis des battants que j'ai eu dans toutes mes expériences de dégustation, c'est que tu goûtes, tu consommes quelque chose qui contient une année d'il y a 100 ans en fait. Exactement. Et je connais aucun autre produit au monde qui permette de faire ce voyage-là, ce voyage sensoriel. Et souvent c'est un peu comme les fondations en fait. On se dit que plus il y a d'acidité, plus il y a de sucre, plus finalement le vin est sur des bases qui lui permettent d'aller loin. Et de grandir. Et de construire quelque chose qui, aromatiquement parlant, va être extrêmement ciselé et précis, narratif en fait. C'est des vins extrêmement narratifs. Non, je dis désolé pour le bruit, c'est pour la bonne cause. Hein. Franchement, c'est... Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as préparé pour nos amis aujourd'hui? Parce qu'on va parler accord mets et vin, on a déjà évoqué pas mal, mais on aimerait voir un peu, parce que franchement, c'est magnifique. J'ai fait une pintade. Parce que vraiment, elle vient de la maison. Elle vient évidemment de chez moi. Je vais m'en occuper, vas-y. Merci beaucoup. Je suis le commis ce soir pour toi. Merci Philippe, c'est vraiment trop sympa. Alors j'ai fait une pintade qui est bonne parce qu'elle est âgée. Ça c'est quand même vraiment la base de tout l'élevage, de toutes les volailles. Âgée, ça veut dire quoi? Âgée, ça veut dire qu'elle a entre 120 et 150 jours. Avant ça, avant 100 jours, une volaille, avant 95 jours exactement, une volaille, elle va pas accumuler de gras du tout. Elle va juste être dans un processus de croissance. Donc elle aura une chair, une fibre musculaire qui sera super tendre, mais qui aura grosso modo le même goût, sans différence entre les modes d'élevage. Et c'est assez dommage parce qu'en fin de compte, le jus, je disais tout à l'heure, le jus c'est le gras, c'est le goût, c'est le seul, c'est vraiment le plaisir de la volaille rôtie. Et pour obtenir un jus, pour avoir du gras, donc, il faut laisser la volaille passer le cap des 120 jours. Et c'est entre 120 et 150. 150 jours, on a une montée d'hormones qui vient entamer un processus différent. C'est-à-dire que les coqs courent après les poulettes, les poules se mettent à pondre. Et elles se sèchent en fait avec toute cette activité extrêmement sportive, elles carburent la cellulite qu'elles ont accumulée en intramusculaire. C'est un vrai processus de vie quelque part. Voilà, mais ce qui est problématique pour l'industrie, c'est qu'à partir de 100 jours, une volaille, elle mange beaucoup plus et elle grossit beaucoup moins. Donc ça coûte plus cher. Et donc on n'aime pas parce que c'est moins rentable. Et voilà, donc nous, à tort ou à raison, on fait ça parce que c'est comme ça qu'on trouve que c'est bon. Et donc les pintades, par exemple, généralement, quand vous avez une pintade chez le boucher, elle est un peu osseuse, il y a l'arête qui est très saillante, là on voit que le ventre est quand même assez bombé. Un autre détail, c'est que souvent chez les bouchers, la tête est bleue, accrue, hein, évidemment, on ne voit plus. La tête est bleue et le corps est jaune. Au-delà à partir de 120 jours, elle commence à devenir complètement blanche. La tête aussi devient blanche et généralement quand c'est une femelle, on trouve un bouquet, une grappe ovarienne de petits jaunes d'œufs qui indiquent qu'elle est devenue une pintade poularde, une pintarde. C'est un thème qui existe. C'est un thème que j'invente, mais qui a le droit d'exister. Mesdames et messieurs, rappelez-vous, voilà. La pintarde de Fleur Godard. Voilà. Juste pour nous ce soir, c'est un cadeau linguistique. Mais j'ai une copine qui, pendant le confinement, m'a dit j'ai trouvé un collier à l'intérieur de ta pintade. Coucou débit. Mais il y avait vraiment un truc étrange et elle ne savait pas. Elle ne savait pas comment faire. Et le foie, pour terminer là-dessus, le foie est généralement gras. Il est plus rouge, il est blanc, enfin jaune. Voilà. Tout ça, c'est des signes qualitatifs. Tout ça, c'est ce qui nous indique que la pintade a suffisamment d'âge pour mériter d'être mangée. Je sais que vous ne pouvez pas sentir ça, mais si vous saviez l'odeur qu'il y a dans la pièce, c'est juste incroyable. Je crois qu'on va dormir ici ce soir. Alors, pour découper une pintade, alors là, elle a un tout petit peu souffert lorsque je l'ai sortie. Mais l'idée, c'est qu'on pique pour ne pas qu'elle ne s'échappe. Et on cherche la jointure, en fait, pour découper n'importe quelle volaille. On cherche la jointure. Merci Philippe pour ton assistance. Et une fois qu'on a trouvé cette jointure, eh bien, ça vient très très facilement en fait. Ça paraît très facile. Ça paraît très facile, c'est juste le truc de connaître un peu l'anatomie. On choisit la jointure de la partie L. Voilà. Ici. Et on va l'entailler, on tire, le suprême vient avec et l'aiguillette, reste attachée pour l'instant. Voilà. Je vais la remettre sur son pilier de que ce soit bien au chaud. De chou. Je vous montre ça parce que franchement, juste ça, c'est terrible. C'est terrible. Il y a du bon gras digeste là. Du chou, des petites carottes, on peut rajouter
des panais, vous pouvez rajouter, je suppose, des racines de persil, Voilà. plein de choses sympathiques qui vous permettront de Comme c'était le rendre goûteux l'affaire. C'est ça. Et comme c'était le premier jour de l'automne, je me suis dit que j'allais mettre plutôt des choux. Enfin, j'ai mis un petit chou pointu, un petit chou framboise une botte de carottes et des panais. Mais voilà, on peut faire ça absolument avec tout. Et c'est une recette qui ne demande aucun temps puisqu'il s'agit simplement de trouver la bonne volaille. Voilà, donc la jointure toujours. On vient d'entendre claquer légèrement. Voilà. On découpe avec les oreilles aussi. Voilà, une fois qu'on a découpé ça, généralement, moi je mange un entier, hein, mais sachez que la meilleure partie, c'est évidemment le haut de cuisse. Alors, je vais juste saisir parce que je n'ai pas les talons d'un maître d'hôtel. Voilà. Le haut de cuisse, pourquoi c'est bon? Parce que c'est là qu'il y a le plus de gras, c'est toujours ça, et parce qu'il y a aussi là qu'il y a le plus d'os, et c'est toujours la chair qui est attachée aux os qui est la plus savoureuse. La plus goûteuse. Ça diffuse la chaleur et ça permet effectivement d'être moins sec. Comme toutes les volailles, la pintade est dotée de solilas, qu'on oublie trop souvent, qui est juste là. On peut les enlever avec une cuillère, c'est souvent plus... c'est souvent moins massacré, mais voilà. Là, il est bien sorti, comme on dit. Il est bien sorti, voilà, cette petite oreillette ronde et délicieuse. Ça c'est fin. C'est vraiment un muscle extrêmement fin. Voilà, puis on recommence de l'autre côté. C'est la même histoire. C'est la symétrie. Voilà. Mais si la volaille est suffisamment âgée, elle peut montrer une petite résistance qui rôtit, perdure. Dans le cas ici d'une cocotte, c'est un petit peu moins vrai parce que ça a tendance à cuire vapeur aussi et ça se délite un peu plus facilement. Donc là, tu l'as fait entièrement à la cocotte, d'abord revenu. Non, j'ai rien fait, je l'ai laissé. Là, je n'ai strictement rien ajouté à part du vin. Alors justement, ça c'est intéressant. Parce que tout à l'heure, on peut condimenter finalement la recette avec du vin. C'est ça. Un vin blanc plutôt. Un vin toujours blanc. Dans ce cadre-là, et sec ou liquoreux donc. Et alors moi j'ai une passion pour les liquoreux parce que c'est mon point de départ dans le monde du vin. Et que vraiment, c'est comme je le disais, c'est des histoires complètement folles qui se racontent, c'est des tours du monde en fait, juste avec un verre. Et ça marche très très bien pour déglacer. En fait, c'est des accords un peu ton sur ton. Et qui viennent faire un jus fabuleux à partir du moment où la bestiole a déjà des choses à dire. J'ai rajouté seulement du vin, absolument pas de sel, poivre, rien du tout, juste pour que vous puissiez apprécier le goût du gras. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on peut faire un petit bouillon avec la carcasse. Mais voilà. Oui, on peut vraiment utiliser tout et surtout la concentration de tout ce qui reste sur la carcasse aussi. Voilà. Alors, tu vois, le foie au milieu, c'est ça? Le foie qui est un tout petit peu cassé. Mais on voit qu'il est jaune. Tu vois, il y a un truc quand même très... C'est bon ça. Le foie gras des pintades. Très très différent de la plupart des foies. Et est-ce que j'ai un petit bouquet d'œufs? Ah non, c'est un mâle. J'ai une petite paire de testicules. Mais ce qui est important, c'est que tu vois cette partie-là, je la découpe pour vous la montrer. Elle a cuit pendant 2 heures, mais il y a encore du stock. C'est vraiment... Il y a une réserve de gras. C'est ça, c'est ça. Et Alors la cuisson dure combien de temps? Là, 2h30. J'ai fait 2h30 à 120 degrés. Pendant la cuisson, de temps en temps, on vient voir ce qui se passe ou... On arrose toujours, c'est juste la seule chose à faire. Toutes les au début, toutes les demi-heures, 20 minutes, demi-heure. Et après, dès que ça commence à sentir un peu, c'est la seule indication, on va s'affairer, on va plus trop s'éloigner, on va l'arroser, mettre un petit coup de chaud. On reste attentif. Voilà, ça lui met des couleurs et puis ça donne un petit croustillant agréable à la peau. Est-ce qu'il faut la laisser reposer un peu avant de la manger pour descendre la chair? Est-ce que la cuisson déjà comme ça fait que c'est plutôt assez déjà moelleux au départ? Ça, c'est une cuisson à la fois lente, longue et plutôt délicate, avec juste un petit saisi à la fin.
Donc on peut la manger tout de suite, mais je pense pas, là elle a juste le temps du trajet, je pense pas qu'elle soit très vexée. C'est un plat que l'on peut préparer un peu à l'avance, comme vous avez des amis. Si vous avez une dégustation à faire, finalement le travail est fait, et après il suffit juste de la découper au dernier moment pour profiter un peu, et même d'expliquer pourquoi pas les découpes, c'est sympa. Vous pouvez revoir tout ça puisqu'on va enregistrer notre live. Et puis après on peut se concentrer sur le vin comme ça justement. Voilà. Alors on peut effectivement, là c'est un Montbazillac, la bouteille que j'ai présentée tout à l'heure, là, Fortune des Châteaux Bellingar, dans le millésime 2015. Santé à tous. Avec modération, mais profiter quand même de la vie, c'est quand même, c'est quand même le moteur, avec la passion et l'émotion. Et donc, on s'en sert éventuellement pour déglacer, ça marche super bien, vous avez bien compris. Hein. On peut imaginer même ce que ça peut donner en termes de concentration de goût et de rondeur apportée à l'ensemble, l'onctuosité. Et après, bien sûr, on peut goûter avec. Alors, soit le même millésime, parce que finalement c'est sympa, soit si vous goûtez, si vous changez de millésime, prenez un millésime plus ancien finalement pour boire. Il aura déjà un petit peu mangé son sucre, plus il vieillit, plus il a des histoires à raconter finalement. C'est ça, les vertus de l'âge quelque part. Et surtout, on a des accords juste parfaits. Le côté grillé, rôti de la peau, ces arômes justement, le côté croustillant et le côté concentré, notamment de la peau de la volaille sur les liquoreux, moi je trouve que c'est un accord juste extraordinaire. Exactement, ça marche très très bien. On peut déglacer avec un vin blanc sec également. Alors dans le secteur, il n'y en a pas. Hein. Il y a des très jolis sauvignons notamment qu'on produit en sec. Ici, par exemple, donc, sur l'appellation Moravel, mais aussi des bergeracs secs qui sont très bons. J'en ai amené un, justement. Voilà. Et donc, oui, tu nous as, parce que toi, tu as une passion pour le vin, on l'a compris, pour la gastronomie, bien entendu, pour la cuisine aussi, et tu as une passion pour les vins nature aussi. Tu as écrit d'ailleurs un bouquin avec ta copine Justine Salot qui s'appelle Pur Jus. Pur Jus, on a fait 2 tomes, un sur la viticulture, le jardinage, comment fait-on pour faire des raisins sans chimie de synthèse, et l'autre qui explique comment on peut le transformer en vin sans intervenir du tout, en d'autres termes pour ne pas le gâcher. Voilà. Et donc ces 2 livres sont sortis aux éditions Marabout, si vous c'est des bandes dessinées. Voilà, vous pouvez trouver ça peut-être encore dans les bonnes librairies. Complètement. Et donc ce vin, tu nous en parles un peu? Alors ce vin, c'est un Sauvignon. Alors moi j'ai une aversion pour le Sauvignon a priori qui sent le Sauvignon. Je trouve que c'est toujours un peu ennuyeux. Enfin ça a tendance à être vite assez caricatural. Merci beaucoup. Ici c'est un Sauvignon qui a été élevé qui est venu sur des marnes avec une base calcaire et qui a été ensuite égrappé. Puis macéré, une petite macération préfermentaire à froid pendant 10 jours, et qui a ensuite été pressé et élevé dans un fût de 300 litres pendant 36 mois. Il a fermenté. Ah oui, quand même. Vraiment, il a pris son temps, on ne peut pas dire autrement. Fermentation douce. C'est ça, très très lente, et je trouve que c'est magnifique parce que ça vient aussi donner un peu le contre-pied, ça dégraisse quand il y a un tout petit peu de tanin. Ces techniques de macération qu'on classifie maintenant en vin orange, mais qui font des vins qui ont vraiment une infinité de nuances en termes d'esthétique, de structure et de construction, et qui là permettent de déployer un volume que je trouve assez intéressant, et qui vient vraiment nettoyer la bouche du gras et du sucre. C'est du vin que de la matière, de la mâche. Ouais. Il y a une belle acidité, c'est important, on en a parlé tout à l'heure, pour garder justement de la fraîcheur et en même temps de la garde, mais il y a aussi de la matière tout simplement. Et là on est dans cette matière-là. C'est ça. On parle un peu comme une sorte de terre que l'on pourrait malaxer comme ça. C'est assez très intéressant. Bon, la couleur, elle est assez classique de ces vins qui ne sont pas filtrés, pas collés, et qui ont vécu avec l'air aussi pendant un laps de temps assez important. Voilà. Et finalement, il y a une démarche qui cohabite bien avec les appellations traditionnelles ou les démarches traditionnelles. C'est un complément, je vais dire, de possibilités. Sachant que finalement, tout le monde va petit à petit, et c'est bien, hein, dans le même sens, c'est-à-dire d'abord pour faire plaisir aux gens, et puis pour essayer de comprendre effectivement la démarche de l'un et de l'autre, pour faire un chemin ensemble et se rapprocher finalement, je trouve.
C'est un peu ça la tendance d'aujourd'hui, c'est intéressant. Le but de tous ceux qui font du vin, c'est quand même de produire des choses qui donnent du plaisir, en étendue. Après, avec différentes philosophies et différents désirs moteurs, je pense en termes d'approche culturelle, de rapport à la nature, etc. Ici, c'est Camille et Mathias Marquet qui sont au Château Lestignac en Bergerac. En appellation Bergerac, mais la plupart de leurs vins sont déclassés. Je ne sais pas si on peut dire déclassé, parce que finalement, c'est presque un peu... C'est vrai. Dommage. Alors, je ne sais pas vraiment comment il faut dire. Ils prennent des options différentes finalement. Voilà. Donc il y a à la fois les appellations, et c'est respectable, et en même temps il y a des démarches plus singulières qui sont effectivement un petit peu hors normes, même si aujourd'hui on a tendance à essayer de trouver des normes également pour les vins nature, ou les méthodes dites nature. Et heureusement parce que le consommateur des fois un peu s'y perd, et c'est important que le consommateur s'y retrouve justement. Et dans le même temps, Philippe, est-ce que c'est pas... je pense que ça, c'est vraiment une démarche qui remet l'humain au centre de l'échange. Et est-ce que c'est pas intéressant de se dire, tiens, je vais voir, plutôt que de se dire, je vais voir un Bergerac, je vais voir le Bergerac de Camille et Mathias, parce que c'est des gens que j'aime, qui ont une philosophie formidable, et que ce qu'ils font, ils le font avec beaucoup de cœur, et que je retrouve cette énergie dans le vin, et cette émotion, elle découle aussi de là, en fait. Oui, c'est vrai. Même si pour les vins d'appellation, on a aussi cette démarche. Tel vigneron ne fait pas la même chose que l'autre. Il peut y avoir des nuances géologiques, il peut y avoir des nuances d'encépagement, il peut y avoir des nuances de l'édification, il y a plein de choses qui différencient. Donc il peut y avoir cette démarche. Voilà. Et effectivement, ce que recherchent les amateurs de vin, c'est de l'authenticité, c'est un vrai goût puissant, et c'est aussi, et c'est la raison un peu de notre discussion et de cette idée de série, c'est de trouver des accords mets et vins pertinents. Voilà. Et là, par exemple, on est sur une viande, entre guillemets, même si c'est une volaille, on pourrait imaginer que le rouge, ça soit évident, et quelque part, on est en train d'expliquer que le blanc, le liquoreux, voire le vin a tendance un peu orange, ça marche très très bien. C'est super. Voilà. Et si on rajoute en plus une petite salade que nous a préparé le chef du bistrot du sommelier, là, très coloré également, qu'on pourrait associer également, le blanc, effectivement, est plus légitime que le rouge. Mais il y a des rouges qui fonctionnent, et dans la région, il y a aussi quand même beaucoup de rouges. Il y a évidemment beaucoup de le rouge. Bergerac, bien entendu, les vins de Montravel, exactement, enfin, tous ces vins-là qui sont très intéressants également. Ensuite, dans le secteur. Et qui ont tant souffert de la concurrence avec Bordeaux, c'est quand même une bonne nouvelle aujourd'hui. Oui, mais il faut dire que jusqu'à un passé qui n'est pas si éloigné, ces vins-là étaient vendus par la place de Bordeaux. Donc avait droit à l'appellation Bordeaux. Il y a quand on a fait des appellations contrôlées dans les années 30, quand on a dit il n'y a de Bordeaux qu'en Gironde. Le reste, vous allez retrouver une autre démarche, quelque part. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme appellation rouge dans ton coin que tu aimes bien, toi? Dans le coin, là, mon Dieu, c'est-à-dire que tous les gens que j'aime sont tellement sortis des appellations que j'ai complètement oublié les bases académiques des livres consultés il y a trop longtemps. Mais il y a des choses intéressantes aussi. Oui, il y a le Pécharmant. Il y a des choses, voilà. Dans ce secteur de Pécharmant, c'est des choses pas mal aussi. Des choses très fines, très tendres. Mais oui, c'est assez, c'est toute une famille de petits noms chantants que j'ai oubliés, qui sont trop lointains. De temps en temps, on peut regoûter des choses. Il faut absolument. C'est intéressant. Merci beaucoup. Donc, Cabernet Sauvignon, ici. On peut avoir des fois différents cépages et des différents assemblages. Là, on est sur une cuvée de pur Cabernet Sauvignon. On a bien cet esprit au nez. Et là, on est donc dans l'appellation Côte de Bergerac. Très intéressante également. À nouveau. Aussi. Et qu'est-ce qu'on aurait pu changer dans la recette pour aller sur un rouge d'une façon plus pertinente? En fait, je vais te dire, on déglace avec le vin qu'on boit, plus ou moins, avec quelque chose qui entre en résonance. On aurait pu mettre des lardons avec le chou, on aurait pu ramener un côté un peu plus affirmé vers la terre, même si les légumes racines ils répondent généralement très bien à des rouges. On aurait pu la farcir avec un ensemble de choses délicieuses. On a pu mettre des champignons. Je pense que le champignon, c'est une solution pas inintéressante aussi, même si le champignon et le vin blanc, ça va bien aussi. Hein. Oui. Surtout si le vin blanc prend un peu d'âge et qu'il y a ce côté un peu truffé qui apparaît, on est pas mal aussi. Hein. Mais il y a vraiment sur ce style de plat, à mon avis, des opportunités sur différents styles de vin finalement. Tout à fait. C'est une chose assez simple à réaliser.
pour peu qu'on ait les bons ingrédients et ou les bons bouchers, les bons épiciers. Et ça permet de laisser davantage de place au plaisir de boire du vin. Ça, c'est sûr. Qui est quand même le plaisir capital, si on est sérieux. Vous avez faim? Parce que moi, franchement, j'ai du mal un peu à résister. On ne peut pas mettre les doigts, c'est pas trop la période où on va mettre les doigts dans le plat, comme on dit, en ce moment. Mais on en a quand même envie. Là, il est de bonne heure, là, 7h15 dans quelques minutes. C'est ça. Et là, on commence à... On aimerait... Est-ce qu'on a pris des couverts, Philippe? On va trouver ça. On va peut-être pas frustrer trop nos amis qui nous écoutent pour nous voir manger trop de ça, mais on va goûter ça. Hein. Dès qu'on va rendre l'antenne dans quelques minutes, c'est ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Ton petit conseil de balade dans le sud-ouest, qu'est-ce qu'il ne faut pas louper en Dordogne ou plus largement? Il faut aller à Sarlat, il faut faire du canoë. C'est une activité vraiment, c'est une activité sportive qui peut inclure une dégustation. On a déjà fait ça plein de fois en mettant toujours ces espèces de petites barriques en plastique là. Donc il faut bien emballer ses verres, mais on peut mettre des chaussettes fraîches, des glaçons, enfin, ça s'organise. En tout cas, on peut emmener du vin en canoë et se faire un méga pique-nique, c'est trop sympa. Et c'est vraiment une belle façon d'explorer la nature là-bas. Notamment le Périgord vert. Il y a des grottes fabuleuses. Bien sûr. Le coin de Sarlat est quand même évidemment le plus connu, le plus touristique à juste titre. Et aménagé pour justement accueillir tous ces gens et ceux qui ont envie de découvrir effectivement ce sud-ouest qui est quand même juste extraordinaire. Qui est magnifique. Sinon, vous pouvez venir à la ferme avicole des Grands Champs, observer l'opération du chaponnage. À la Roche-Chalais. À la Roche-Chalais, voilà. Si vous voulez apprendre l'aviculture, on vous montre, on vous explique. Mais on est toujours très content de recevoir du monde et de faire visiter la ferme qui est une sorte de modèle un peu étrange, mais en tout cas qui produit des choses qui nous font plaisir. Bon, merci beaucoup Fleur pour cette passion que tu communiques. Le côté, ta formation théâtrale est là, tu t'exprimes clairement et je suis sûr que vous avez apprécié tout ça. Vous qui nous suivez nombreux, on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, lundi prochain, pour une nouvelle invitée, une nouvelle idée. Alors les filles, merci à toutes les deux de nous aider à filmer. La semaine prochaine, Marion, avec nos amis de Vin et Société et l'Union nationale française, quel sera notre invité? Alors ce sera pour le Val-de-Loire, Grégory Lemarchand. Voilà, le chef du restaurant Frenchy à Paris. Frenchy, ouais. Très, très sympa, très beau restaurant. Très grand amateur de vin. Et grand amateur de vin. Donc si vous êtes fan du Frenchy, le plus tendance de la période, eh bien soyez avec nous dès 18h30, lundi prochain, ici, alors, dans un endroit peut-être encore différent du bistrot du sommelier, mais en tout cas avec le bonheur de vous accueillir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à l'Union nationale française à Vin et Société. On vous rappelle le hashtag un verre, une assiette, juste pour le bonheur de vivre et de partager avec nous ces belles expériences gastronomiques. Merci à Fleur Godard qui parcourt Paris de façon incessante depuis une quinzaine d'années pour exprimer ce qu'elle aime, diffuser l'aviculture et la viticulture de caractère, pur jus. Hein, ça aurait pu être presque le thème de cette soirée. Et puis surtout l'émotion et le bonheur. Merci beaucoup de votre présence et à la semaine prochaine.